Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. La émission exceptionnelle pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux. Je vous avais annoncé que je voulais vous présenter quelqu'un et maintenant on va pouvoir le présenter de manière un peu plus détaillée. Jean-Michel Salmon, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Très heureux d'être reçu dans ton émission. Merci beaucoup. Ah bah, c'est tout à fait normal. Alors, parfois, disons, les nationaux les plus conséquents que sont les souverainistes ont mauvaise réputation parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui vouent un culte au fait de travailler, et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on passe pour des empêcheurs de ne rien foutre en rond, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement faux. Et là, tu ne déroges pas à la règle. Si tu veux, moi, c'est par les réseaux sociaux que j'ai entendu parler de toi et de cet ouvrage. Je remercie d'ailleurs les camarades qui nous ont mis, je crois, dans le même groupe, qui était le groupe pour le référendum. Et je t'ai contacté tout de suite, que tu as fait un double ouvrage. Toc. Hop là. Disponible dans tous les commissariats de police et en cas de dealer de porte cochère récalcitrant. Or, le grand abécédaire du Brexit, préfacé pas par n'importe qui, par The Jacques Sapir, notre père à tous, et je dois dire que je désespérais que ça arrive, c'est-à-dire que quelqu'un prenne intellectuellement la mesure du Brexit, le détail source à l'appui. C'est un travail gigantesque qui met le Brexit au rang de l'événement historique qui est le sien, certainement l'un des plus grands événements historiques depuis certainement la fin de la guerre froide. Et enfin, on a un outil de travail. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du travail de profondeur. Ce n'est pas un livre optionnel. Donc, aux éditions Les Trois Colonnes, qui d'ailleurs, j'en ai entendu parler en même temps d'ailleurs, je ne connaissais pas. Et donc, c'est en 2 volumes. Donc, c'est vraiment le titre dit tout. C'est un abécédaire. Donc, avec, 2, 3 trucs. Là, je tombe direct, page 143, Nigel Farage. Tu vois, l'article Farage, The Big Nigel, le fameux backstop sur l'Irlande du Nord. Theresa May, et là, si on ouvre le second, alors évidemment, il y a plus. Là, hop, Zen et son contraire, pas drôle. Hop. Là, c'est vraiment des articles très détaillés. Victoire, histoire de la relation anglo-européenne depuis 1945. Et là, on en prend un dernier, le premier qui me tombe sous la main. Hop. Premier qui tombe. Hop. Le Westminster, ça serait pas mal. On pourrait essayer. Attends. Alors, en plus, c'est des articles qui sont très détaillés. Donc, résultat. Ah, ça y est. J'en ai un qui débute. Post-scriptum, le Brexit, la résultante d'une vatorophilie scélérate provoquée par un parti travailliste trop zélé. Enfin, on a un instrument, disons, pour appréhender cette toute nouvelle donne. Donc, et en réalité, toi, tu y es venu par ta matière de spécialité, donc tu es docteur en sciences économiques, et donc tu es maître de conférences à l'université, spécialiste des questions d'économie internationale. Donc, déjà, ce que je voudrais voir avec toi, c'est comment on prend sur soi pour
si tu veux, faire deux ouvrages qui, mis bout à bout, font pas loin de 950 pages. Oui. Pas loin. Tu vois, comment t'en es arrivé à, disons, à faire vraiment cet ouvrage majeur sur le Brexit? Combien de temps ça t'a pris et pourquoi t'as fait ça? C'est pendant le confinement, les boîtes sadomaso étaient fermées, raconte. Est-ce que c'était un acte prémédité ou pas? Écoute, c'est une belle histoire en fait. Hein. C'est une belle histoire et je raconte un peu ça implicitement dans mon prologue de l'ouvrage où j'explique un peu que voilà, il y a deux camps et qu'il faut rester ouvert dans la réflexion et que se laisser comme ça emmener par les arguments. Pourquoi? Parce que moi j'ai commencé à travailler sur cette question-là en 2018 en réalité. Et alors, l'ironie de la chose, c'est que j'ai travaillé sur un contrat européen, figure-toi, un contrat du Fonds européen de développement, hein, puisque j'ai souvent été mobilisé par cet outil-là, donc par la Commission européenne, en matière d'aide au développement pour les petites économies insulaires, puisque en fait c'était ma spécialité de thèse, et notamment que ce soit les États insulaires indépendants dans la Caraïbe ou ailleurs, dans l'océan Indien, et également les différents outre-mer. Et il se trouve qu'à l'époque, les territoires britanniques de la Caraïbe, notamment, s'inquiétaient un peu de leur avenir, ils avaient une relation un peu, disons, dans la famille de tous ces territoires-là, ils avaient une relation de relative proximité avec l'Union européenne et quid de leur traitement particulier, etc. Donc c'est parti de là. Donc il m'avait demandé aussi avant un rapport sur le post-2020 et la façon dont il serait traité. Et donc, on a fait ça très bien. Et donc, j'ai fait un rapport à l'époque. Bon, on est en 2018, hein, on était encore loin du bout de la chose, évidemment. Mais bon, quand j'ai remis mon rapport au milieu de l'année, à peu près, je pense, de cette année-là, le sujet m'a passionné, en fait. Et j'ai continué à le suivre au jour le jour, un peu comme un journaliste. Et puis, petit à petit, on est arrivé sur l'année 2019, où alors là, ça a été vraiment une apothéose sur le plan de la bataille politique qui a été menée dans un bras de fer à trois, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire les parlementaires brexiteurs, du Parti conservateur évidemment, plus appuyés d'une manière ou d'une autre avec des différences, mais ça a compté beaucoup par le Brexit Party de Nigel Farage évidemment. Et face à ça, il y avait tous les députés europhiles qui représentaient à peu près 75% de la Chambre des communes quand même, hein, qui étaient dans une attitude d'obstruction qui rejoignait la position d'obstruction ressortant du mandat de négociation, parce qu'on parle beaucoup de Michel Barnier, c'est vrai, mais derrière lui, il y a le mandat de négociation préparé par la Commission et retoqué par les chefs d'État et le Parlement, qui fait que la position a été très dure, très. Moi, je parle souvent du catenaccio pour décrire ça un peu pour les amateurs de foot, là, où on verrouille le jeu. Et donc, ce jeu-là a fait l'occasion d'une bataille extraordinaire et féroce à Westminster en 2019 que les Brexiteurs ont fini par gagner, mais ça s'est joué quand même relativement à peu de choses. On pourra revenir dans le détail si tu veux, je poursuis, mais je m'arrête là pour le moment. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que c'est un ouvrage aussi majeur, je pense que c'est un ouvrage majeur à la fois pour les Britanniques, d'ailleurs j'espère, et s'il le faut, on aidera pour ça, si on le peut, qui sera traduit, parce que pour les Britanniques et pour le monde anglo-saxon, parce que je pense que les Anglais méconnaissent, avec tout l'immense respect que j'ai pour eux, ils méconnaissent pas la nocivité de l'UE. Je veux dire, le meilleur ouvrage sur l'histoire de l'UE, c'est certainement La Grande Dissimulation que nous avons fait traduire en français et qui a pu exister parce que les eurocrates ont eu la bêtise de donner la garde des archives communautaires à un Anglais qui est l'auteur du livre. Donc, si tu veux, ils ont eu du mal à l'attaquer ensuite. Or, mais je pense que les Anglais méconnaissent totalement la nocivité d'une partie de leur classe politique. Oui. Parce qu'ils sont, si tu veux, ils sont endormis ou semi-endormis par le parlementarisme à l'anglaise
qui est finalement une sorte de gros coussin qui comment dire, qui, quoi qu'on en pense, a failli subtiliser la démocratie britannique dans l'affaire du Brexit. Et je pense qu'une partie de l'élite britannique aurait dû avoir, je pense, la reconnaissance du ventre. Je leur demande pas d'honneur, tu vois, parce que quand tu vois qui est Jeremy Corbyn, quand tu vois ce qu'est Jeremy Corbyn, quand tu vois ce qu'est David Cameron, c'est très au-dessus de ce qu'ils sont capables. Mais je pense qu'une bonne partie de ces gens devraient avoir la reconnaissance du ventre pour Boris Johnson parce qu'il a racheté une part non négligeable de la cote des élites britanniques dans leur propre pays. Tu vois, bien sûr, si tu veux, c'est et c'est là ce que ce que j'aimerais que tu nous expliques. C'est comment on a pu, tu vois, qu'est-ce qui a fait que Theresa May, qui est pourtant qui n'est pas totalement une idiote, s'est crue capable de défier la souveraineté du peuple britannique au point de, peut-être, toi tu penses d'obstruction, moi j'irais même jusqu'à une incrimination qui est celle de sabotage, si tu veux, au point d'avoir voulu saboter, pour le compte de l'eurocratie ou non, les négociations du Brexit. Ouais, très bien. Et ce qu'on pourrait rajouter sur la classe politique, on pourrait rajouter la haute administration britannique aussi, qui est profondément europhile, donc le deep state, comme on dit, et contre laquelle Boris Johnson a dû se battre et continue à se battre, je pense, à Mark Sedgwick, des gens comme ça, jusqu'à récemment, parce que évidemment ces gens-là font obstacle à des ordres qui viennent d'au-dessus, fût-ce ceux du gouvernement de Boris Johnson, et était encore un autre échelon à devoir franchir pour faire aboutir le Brexit, évidemment. Et pour ensuite le mettre en œuvre dans de bonnes conditions aussi, parce que les faits de sabotage dont tu parles, moi j'ai parlé d'obstruction, c'est vrai, pendant les négociations, et maintenant que le Brexit a été disons, acté, il est, comme on pourrait dire, et il est, et c'est plus la question de son existence, mais la question maintenant, c'est celui de sa mise en œuvre et de saboter, dénigrer et saboter plus que jamais pour faire chuter le plus vite possible, dans la logique europhile, faire chuter le plus vite possible cet événement historique, comme tu dis, et faire le rejoin aussi vite que possible. Alors j'en viens à la question de Theresa May. En fait, il y a une partie qu'on pourrait encore explorer, ce que je ne fais pas dans le bouquin, je me fais pas de la contre-pub, mais après, bon, on pourra faire un troisième tome, hein. C'est la période où, effectivement, tu sais, quand David Cameron annonce sa démission, logiquement, puisqu'il ne peut pas porter un projet qui n'est pas le sien, celui du Brexit, on devait s'attendre à l'élection d'un Brexiteur, logiquement, pour lui succéder. Et puis, il y a eu l'épisode de la trahison, entre guillemets, en tout cas de la montée de Michael Gove contre Boris. Boris Johnson s'est retiré et a laissé la place finalement à ce moment-là à Theresa May pour se faire élire. Alors pour se faire élire, évidemment, elle a pris un virage annoncé comme Brexiteur. De sa part, Brexit means Brexit, et puis on va sortir de l'union douanière, on va sortir du marché unique, tout ça. Mais elle n'aimait pas ça, elle n'aimait pas le Brexit tout court, comme on sait, c'est une europhile, et elle aimait encore moins le hard Brexit. D'ailleurs, même cette appellation-là est récusée par les Brexiteurs. Ils veulent parler de clean Brexit, ou alors de Brexit in name only, sinon. Et donc, on se souvient des études qu'elle a fait faire par ses services de la chancellerie de l'échiquier. Là, selon tous les scénarios du Brexit, étaient négatifs pour l'économie britannique, mais plus c'était un Brexit dur, plus on s'enfonçait dans la crise, soi-disant. Alors donc, voilà, donc c'est pour ça au chapitre Boris Johnson, enfin, chapitre J, je salue, chapeau l'artiste, de la réussite et de la façon dont il a brillamment, par différents coups de génie, réussi à faire triompher le Brexit. Mais en même temps, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une sorte, j'ai appelé ça, c'est peut-être un peu sévère, dérobade assumée. En tout cas, il a préféré se retirer
Et peut-être qu'il a senti que c'était pas le moment. Ça, c'est là-dessus, je peux pas parler à sa place. Ça serait intéressant de s'y pencher ex post et comprendre pourquoi, en fin de compte, c'est Theresa May qui est montée là, qui s'est retrouvée première ministre, alors qu'elle était elle-même europhile. David Cameron disait, ça serait gênant pour moi de poursuivre ce projet, mais pour elle, ça l'a pas gêné, quoi. Donc, elle a affiché un discours de Brexiteur. Y compris ensuite dans plusieurs mois successifs, dans ses premières interventions, y compris jusqu'à la lettre de préavis, où elle explique notamment cette position-là, pas de marché unique, pas d'union douanière, encore que pour l'union douanière, c'est plus ambigu toutefois. Et ça va annoncer la suite d'ailleurs. Et elle souhaite aussi d'ailleurs un junk team complet, c'est-à-dire de tout négocier en même temps avec une seule séquence de négociation, ce que tout de suite, à travers son mandat et avec la tête de l'équipe de la task force Arctique 50, donc l'équipe de négociation communautaire, tout de suite, on va lui opposer une fin de non-recevoir et ça va être le début de la débandade, en fait, où elle va, chaque mois qui passe, chaque étape qui passe, reculer devant les exigences, voire les dictates de négociation communautaire. Et à ce moment-là, on a vraiment le textbook de tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire une négociation réussie, quoi. Enfin, tout ce qu'il faut faire pour la rater, en fait. C'est-à-dire laisser la plume à la commission et les services juridiques qui vont écrire le projet de withdrawal agreement, donc d'accord de retrait, faire toutes les rounds de négociation à Bruxelles, alors qu'on sait très bien que d'habitude on alterne chez l'un et chez l'autre, plein de choses comme ça. Et donc elle recule, jusqu'à un moment donné où finalement le pire pour elle, et elle s'est crue un moment protégée, tu sais, parce qu'elle avait au sein du parti, elle avait fait face à une motion de défiance en décembre 2018, dont elle était sortie vainqueur encore à ce moment-là, malgré le fait que déjà on se dirigeait vers son accord et le backstop, puisqu'il avait été approuvé et signé par ses services. Et donc, elle se croyait un peu protégée. Et après 3 rejets successifs par Westminster de son accord, et sachant que c'était le backstop qui posait problème, elle a essayé quand même de le faire passer une 4e fois avec la complicité souvent du speaker Bercow, dont je parle aussi au chapitre Z, puisque lui-même, sur la forme, il est très amusant. Hein, c'était vraiment spectaculaire sa façon de manager la Chambre des communes. Bon, après, on sait très bien qu'il était d'un traître à plein d'égards, et c'est lui qui a fait beaucoup, qui a mis beaucoup le Brexit en danger, en fait, parce que il a écarté, à un moment donné, je l'explique, un amendement décisif, mais j'y reviendrai s'il le faut. Et donc, elle tente une 4e fois de présenter son accord de retrait. Et elle met dans le projet de loi en question qu'en cas d'échec, elle laisse la porte ouverte pour les parlementaires pour insérer dans un amendement la possibilité d'un second référendum. Alors là, c'était évidemment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, puisqu'elle avait toujours dit que ça ne serait pas le cas. Et à ce moment-là, les gens du comité 1922 du Parti conservateur qui font les lois, enfin qui font le règlement interne, ont très très bien joué le coup parce que ils se sont réunis, ils ont voté sur un changement des statuts, puisque les statuts jusque-là du parti la protégeaient quand on est sorti vainqueur d'une motion de défiance comme elle en décembre 2018, on a 1 an d'immunité. Donc, elle se croyait en immunité jusqu'en décembre 2019, et donc ça lui permettait d'être assez entêtée et finalement fermée vis-à-vis du camp brexiteur en réalité, puisqu'elle se refusait à vouloir retirer le backstop. Et donc, elle a osé faire ça et présenter un projet de loi qui intégrerait, le cas échéant, un nouveau référendum. Et donc là, les sages du comité 1922, ils ont bien joué, je disais, parce qu'ils se sont réunis en interne, ils ont voté, ils se sont prononcés sur un changement des statuts à vote secret, enveloppe fermée. Et là, ils lui ont dit publiquement, bon, c'est simple, si tu ne démissionnes pas, on va révéler notre vote sur les statuts et qui sous-entendu ou explicitement modifie les statuts pour pouvoir supprimer ton immunité. Et là, elle serait partie vraiment démissionnée par le parti, expulsée par le parti. Donc, elle a préféré démissionner de son propre chef. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question initiale sur Theresa May. Si tu veux,
Tous ces gens-là ont beaucoup de chance, justement, du coussin parlementaire britannique. Parce que dans d'autres pays, que ce soit le speaker, que ce soit elle, ils auraient pu être transférés en cours supérieure, si tu veux, dans des tas de pays très sympathiques, dont les États-Unis d'Amérique. C'est intelligence avec une puissance étrangère, c'est atteinte à la sûreté de l'État, c'est haute trahison, et dans des pays tout à fait démocratiques, comme c'est le cas aux États-Unis, ça peut se régler, malheureusement, par l'extinction du personnage au gibet, ce qui est encore dans la loi américaine. Hein. Si tu veux, tous ces gens-là, alors tu me diras, ont beaucoup de chance que les procédures internes des partis se substituent en Grande-Bretagne à une justice politique. Tu me diras que ce soit eux, que ce soit Tony Blair sur d'autres sujets, mais même sur le Brexit d'ailleurs, si tu veux, aurait pu dans d'autres pays terminer menotte au poignet. Enfin, si tu veux, on se rend pas compte, et je pense que et ton ouvrage rend beaucoup quand même justice à ça. On ne se rend pas compte de l'étendue de la trahison d'une partie des élites du Parti conservateur. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé côté anglais. C'est quelque chose d'une telle monstruosité qu'on pensait. C'est comparable aux trahisons des élites françaises, si tu veux. Tu vois, et ça, on n'aurait pas imaginé. Tu vois. Écoute, c'est très intéressant. Je pense à deux choses en t'écoutant. Je pense aux signes précurseurs très concrets de la chose et au pic de cette trahison qui a été la loi Ben de septembre 2019, qui, avec l'appui d'Oliver Letwin, donc deux députés, un travailliste, Hilary Benn, qui d'ailleurs, très étonnamment, est le fils de Tony Benn, qui lui est un eurosceptique des travaillistes historiques et qui est encore aujourd'hui très, très apprécié pour ça. Et donc, son fils, c'est comme ça, c'est pas toujours tel père, tel fils. Son fils a fait cette haute trahison avec l'appui d'Oliver Letwin, qui lui était du Parti conservateur, et tout simplement en manœuvrant comme c'est pas permis pour prendre le pouvoir sur l'exécutif. Donc, on était dans un système devenu parlementaire absolu, quoi, et avec la complicité du speaker Bercow, et pour rendre le no deal, donc le no deal illégal. Outlawing no deal. Alors, l'effet de ça, c'est que le gouvernement n'aurait plus aucune levier de négociation vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, évidemment, tous les europhiles disaient « Ah, Boris Johnson qui veut remettre le no deal sur la table, c'est parce qu'il veut aller au crash, c'est un irresponsable, la stratégie du fou. » Tout ça, c'est des théories foireuses, en fait, parce qu'il a toujours fait preuve, et peut-être parfois, il sera critiqué pour ça par les Brexiteurs les plus radicaux, il a fait preuve de volonté de compromis en termes de chercher un accord, et il l'a prouvé du coup par les résultats qu'il a obtenus. Et alors c'était vraiment grave parce que disons que je me souviens d'un Brexiteur qui disait c'est super si on enlève le no deal de la table, ça revient un peu à un conflit du travail entre un employeur et les employés. Les syndiqués viennent lui dire vous inquiétez pas patron, on fera pas grève. Et le patron qui dit super, à ce moment-là bon week-end les gars, à lundi quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus aucun moyen de faire bouger l'Union européenne qui, pendant ce temps-là, répétait à qui voulait l'entendre sans arrêt que le deal de Theresa May était le seul et meilleur accord possible et que le backstop en particulier, il était hors de question de le retirer. Or, et il répétait par la même occasion qu'à Westminster, lors des votes indicatifs, il y avait une série de non, 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 ils avaient tout rejeté en bloc. Disait-on dans ce narratif, d'où la pirouette que je fais pour rendre le livre un peu parfois sur les pirouettes, tu as vu des petits mots, des adages, des références culturelles. Là, je dis c'est la poupée qui dit non, 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 non de Paul Naref. Pourquoi ? Parce que en réalité, si on regarde dans le détail, en janvier 2019, le 29 janvier exactement, si ma mémoire est bonne, Brady, le député conservateur Graham Brady, avait proposé un amendement sur cet article indicatif qui disait la Chambre est prête à approuver l'accord de Theresa May à partir du moment où on remplace le backstop. Et là, c'est le seul amendement de tout le semestre qui avait obtenu une courte majorité. Tous les autres tentatives. Donc, l'Europe nous manipulait en disant que les Britanniques ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient bien de l'accord de Theresa May, mais à condition d'enlever le backstop. Et pour cause, puisqu'on y reviendra, le backstop condamnait jusqu'à l'éternité, d'une certaine manière, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'Europe accepte un changement, mais elle n'aurait jamais fait, condamner la Grande-Bretagne à rester en union douanière.
On pourrait y revenir. Justement. Je voulais te dire, la chose qu'on peut remonter en arrière pour éclairer un peu cette trahison dont tu parles, c'est Lord Cockfield. Lord Cockfield, c'est le commissaire britannique que Thatcher avait envoyé à Bruxelles et qui avait fait le marché unique. Ils avaient beaucoup poussé les Britanniques pour faire le marché unique, puisqu'à l'époque, on était encore dans la communauté européenne, il n'y avait pas, à part la PAC et l'union douanière, il n'y avait pas de supranationalité encore. Et donc, mais ce gars-là était devenu trop proche des milieux europhiles, à un point tel que quand il a fallu renouveler un mandat de commissaire européen britannique, Thatcher a dit non, on n'envoie pas Lord Cockfield parce que he's gone native, comme elle a dit. Il est devenu l'un des leurs, quoi. Et en fait, cet exemple qui date du milieu des années ou de la fin des années 80 était déjà annonciateur de cette trahison très collective, je pourrais dire, d'un nombre très large, effectivement, tu as raison, de tous ces personnages-là, députés de part et d'autre de l'échiquier, mais qui, alors a fortiori avec les Lib Dem, c'est encore pire, mais qui ont trahi effectivement le peuple. Parce qu'à titre personnel, pour avoir vécu toute une partie de cette histoire, si tu veux, moi j'ai été dans les institutions européennes de 2014 à 2019. Donc, si tu veux, j'ai vécu toute une partie de cette histoire là-dedans. J'ai assisté au discours fabuleux de Nigel Farage le lendemain du Brexit. Who laugh now? Qui rigole maintenant? J'ai assisté à cette scène qui aurait été navrante si elle avait été faite par des enfants, qui est inquiétante quand elle est faite par des adultes, de gens qui... D'ailleurs, ils m'ont rappelé certains souvenirs de travaux de criminologie sur les sectes tueuses et les sectes apocalyptiques, quand ils se mettent à se tenir les mains et à chantonner. Et j'ai assisté à cette scène qui est terrifiante, parce que là, si tu veux, c'est Home, c'est Waco, c'est le temple du peuple, c'est le temple solaire, c'est de ce niveau-là. Bon, revenons d'ailleurs sur la stratégie de négociation des européistes. Ça va te permettre d'expliquer quel était si tu veux, le but de l'Union européenne, c'est contre ses propres règles. Et c'est d'ailleurs, ça nous a beaucoup renseigné sur ce qu'est l'article 50. L'article 50, je rappelle juste, c'est l'article pour la sortie de l'UE qui n'est... Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on ne pouvait pas en sortir. Ça veut dire qu'avant, on était justiciable de la Convention de Vienne sur le droit des traités. On peut toujours sortir d'un traité international. Toujours. Bien sûr. Or, ils avaient mis l'article 50 parce que les Américains les avaient énormément critiqués parce que justement, ils n'avaient pas prévu de porte de sortie. Mais ils n'ont jamais, je rappelle qu'en droit international, il y a une obligation, certes, non sanctionnée, comme l'est souvent le droit international, de loyauté dans les négociations. Or, quelle a été comment l'Union européenne a-t-elle voulu piéger la Grande-Bretagne? Comment a-t-elle échoué? Et comme le personnage s'est réveillé patriote après 70 ans, quel a été le rôle dedans du sémillant Michel Barnier, personnage que j'ai la faiblesse malheureusement de ne pas lui porter une affection hors norme, mais on ne sait jamais. J'ai peut-être, mauvais fond. Mais ton point est toujours fondé, par contre. Donc, c'est ça qui est bien. Écoute, donc sur l'article 50, juste au passage, pour dire à nos auditeurs que c'est l'objet de l'entrée A, le premier chapitre du bouquin, article 50, où je décortique un peu tout ce qu'on peut avoir besoin de savoir sur cet article-là.
Donc, c'est très intéressant. VGE s'en est attribué la paternité, alors qu'en fait, c'était le Britannique Lord Kerr qui l'a écrit. Enfin bref, je passe les détails. Et Michel Barnier, à l'époque, c'était à la convention pour le projet constitutionnel, pensait que ça ne servirait jamais à rien, paraît-il. Donc, l'ironie de l'histoire est assez amusante. Alors, ce qui s'est passé dans un premier temps, quand le référendum, le Leave a gagné, c'était panique à bord dans les institutions européennes, évidemment. C'est pas moi qui le dis, c'est Hubert Védrine. Panique à bord. Et là, le réflexe, on peut imaginer le réflexe. Enfin, moi, j'avais pas des caméras cachées, des micros cachés partout. Comme un agent secret, mais on peut imaginer que en toute logique, que le premier réflexe des Européens, c'était de réfléchir à comment on va faire pour empêcher le Brexit. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque un tweet de Peter Sutherland, paix à son âme, puisque c'est un de nos décédés, mais qui avait effectivement s'est défendu d'un tweet de ce type, qu'il fallait à tout prendre quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, de méthode pour renverser le Brexit. Alors c'est normal, c'est pas normal, c'est logique, puisque ça a été l'habitude, comme tu le sais mieux que quiconque, des institutions européennes de renverser des référendums dont le résultat était contraire à leurs souhaits, faire revoter, etc. Donc la campagne du second référendum britannique de People's Vote, comme elle s'est appelée, était déjà forcément mise en gestation et sur sa rampe de lancement. Donc le premier réflexe a été de faire ça. Je pense qu'ils étaient très contents d'avoir Theresa May comme première ministre parce qu'ils se sont dit tiens super, c'est une europhile, ça va passer crème, on va trouver des moyens sans problème, on a une alliée. Et puis ils ont été déjà un premier temps surpris quand elle a tenu sa ligne Brexiteur means Brexit, Brexit means Brexit, et qu'elle a quand même tenu un certain nombre de mois sur cette ligne lors de ses premier discours en 2017, je ne sais plus exactement, le Lancaster House, je ne sais plus exactement quelles sont les étapes, mais j'écris ça très bien dans le bouquin, où elle répète, elle confirme que, en tout cas officiellement, la cible britannique, c'est de sortir de l'orbite européenne à travers la sortie du marché unique, puisqu'on ne veut pas de la libre circulation des travailleurs, à travers la sortie de l'union douanière, puisqu'on ne veut plus subir les droits de douane européens et on veut notre propre politique commerciale. Donc, ça a beaucoup surpris, y compris, dit-il, et ça je le mets dans le bouquin, y compris son chancelier de l'échiquier, figure-toi, Philippe Hammond, qui était lui-même, disons, estomaqué, pour parler poliment, sinon j'allais dire sur le derrière, par un tel discours. Et donc là, je pense qu'à un moment donné, l'Europe s'est dit, ça va peut-être pas être aussi simple. Et donc là, il faut quand même sortir l'artillerie lourde. Et donc, le first best était c'est-à-dire ce que disent les économistes, la solution idéale, c'était de renverser le Brexit. Mais le second best, c'est-à-dire le plan B à défaut, c'était de le rendre le plus insignifiant possible sur le plan économique, c'est-à-dire le fameux soft Brexit, avec une solution à la Norvège, en restant dans le marché unique, en restant dans l'union douanière d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, c'était amusant de voir Pascal Lamy qui se répandait en métaphores, comme il sait si bien faire, on peut lui reconnaître, ces métaphores-là, en disant la problématique de l'omelette, c'est pas évident de sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne. Et ensuite, il disait, finalement, il faudra un Brexit aussi politique que possible, mais le moins possible économiquement. Voilà, c'était la ligne. Donc, effectivement, on a eu cette ligne. Et là, pour jouer ce jeu-là, l'Union européenne a instrumentalisé carrément la question de l'Irlande du Nord, évidemment. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux que j'entame ce développement-là maintenant. Si tu veux, je pense qu'il faut aller dans le détail parce que ça nous renseigne sur un point, c'est il faut se rendre compte, et de l'intérieur des institutions, pour nous, c'était évident. Si tu me permets juste une minute, il faut bien comprendre une chose. L'eurocratie, et moi je le dis assez sincèrement, moi je les ai observés, et je pense avoir une expertise dessus que beaucoup d'observateurs n'ont pas, pour une raison, c'est que j'étudie l'Union européenne depuis maintenant près de 17 ans, sur une vie qui compte 35 ans, que j'y ai passé 5 ans et que j'ai fait traduire une partie non négligeable des sources d'excellence, qui sont pour la plupart en langue anglaise, de l'histoire de l'UE. Donc, je dois dire que
je les connais assez bien. Oui. Pour nous, c'était évident à l'intérieur des institutions que l'Union européenne, dès le soir même, n'a eu aucune volonté de négocier de bonne foi, aucune. Que l'UE a, et ça je l'ai toujours vu, les eurocrates ont le plus insigne mépris pour tous ceux qui parlent de renégociation de traités, etc. Moi, je peux dire que parmi les opposants à l'UE, les eurocrates n'ont jamais... Ces gens-là n'ont aucun respect pour rien. Enfin, on ne se rend pas compte qu'on est au niveau de civilité de l'oligarque d'Europe de l'Est, tu vois, si tu veux, pour bien voir ce qu'est un eurocrate dans sa vie de tous les jours, il faut voir quelque chose qui, certains diraient, se drape en romain et vit en sybarite, mais si tu veux, ce sont des gens dont la vie moyenne est celle d'un sous-oligarque russe sous Yeltsin, mis à part qu'ils ont en plus une idéocratie, si tu veux, qui fait d'eux à la fois des fanatiques et des lâches, si tu veux. Et on ne se rend pas compte que c'est vraiment une sorte de type humain terminal, que, mis à part des périodes très particulières, moi, si tu veux, j'ai travaillé grâce à Jacques Sapir, à notre grand Jacques, sur la transition post-soviétique, qui a été et donc j'ai beaucoup travaillé sur la famille yeltsinienne. Enfin, faut voir ce que c'est quand on pille un État à la découpe. Enfin, si tu veux, c'est exactement le même type de gens. Le courage physique en moins, parce que on peut dire ce qu'on veut de la mafia russe, mais si tu veux, c'est quand même des gens qui savent que sur une table de 5, ils feront pas tous sauter leurs petits-enfants sur leurs genoux. Enfin, bon, si tu veux. Or, ce sont des gens... L'eurocratie est fait de gens qui allient un fanatisme réel à une médiocrité personnelle que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Or, si tu veux, les deux seuls hommes qu'il craignait dans tout le Parlement européen des années 2014 à 2019, hein, donc la mandature où j'étais, Nigel Farage, Florian Philippot. Point. Tout le reste, moi j'avais eu un haut fonctionnaire européen qui avait dit devant mon supérieur, qui était le directeur de cabinet, vu que j'étais conseiller quand je suis entré et j'ai dirigé en grande partie mon cabinet à la fin, celui du député Schaffhauser, un eurocrate de haut rang qui faisait go-between commission-parlement, disait de toute façon, le Front National, tous ces gens-là, on les rachètera tous. Quand ils auront vu combien l'argent coule à flot ici, etc. Et en réalité, je pense que dans son fanatisme, une partie de l'eurocratie ne ment pas. Quand Jean-Claude Juncker, cet homme qui sera regretté par à peu près tous les excédents viticoles de ce continent, si un jour son mode de conservation parallèle à celui des pruneaux vint à s'arrêter, quand il dit il n'y a pas de démocratie contre les traités européens, donc il n'y a pas de démocratie contre moi, c'est ça que ça veut dire. D'un point de vue technique, il ne ment pas. Quand monsieur, là, comment il s'appelle, là, le mec de l'ancien Datos, là, monsieur Breton, je crois. Ah, oui. Le monsieur Breton dit si vous n'êtes pas content, vous vous cassez, ou réciproque, vous vous soumettez. De son point de vue à lui, et il a les traités pour lui, il a raison. Tu vois, si tu veux... Non, juste sur ça, attention quand même, la suprématie de la loi européenne, elle n'est pas dans les traités. Elle est dans l'arrêté Costa. Elle est dans l'arrêt Costa contre Enel. Mais si tu veux, en termes de source du droit, là, ça nous permet de faire un petit point technique pour que les auditeurs le comprennent bien. Le traité donne les compétences partagées. Le traité, en fait, est une illusion juridique parce qu'il maintient les compétences acquises par l'UE et des compétences partagées avec les États. Exactement. Le problème, c'est que la CJUE, et ce dès le début,
bien sûr. Dès le début, Costa contre Enel, c'est un arrêt des années 60. Ouais, exact. Ouais, D'accord. Bon. ouais. Tous ceux qui me disent l'Europe a changé en 86, c'est faux. L'Europe, elle a toujours été ce qu'elle est. Or, parce que les gens pensent, il y avait la bonne Europe de Gaulle et après, non. De Gaulle est l'accident de la construction européenne. La construction européenne devait nous flinguer bien avant. Manque de peau, ils ont pris le grand Charles sur la gueule. Bon. C'est vrai. Et le problème, si tu veux, c'est que la jurisprudence, donc, il faut savoir que l'UE fait interpréter ses traités par ses propres cours, que ces propres cours statutairement ont ce qu'on appelle une interprétation téléologique, c'est-à-dire que de toute manière, elles chercheront dans la règle le plus grand intérêt de l'UE, statutairement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de justice face à ces gens-là. C'est juge et parti, en réalité. Juge et parti, et que justement, l'UE va très tôt dire ce qui est à moi, ça vous le savez, c'est dans le traité, mais on va revenir sur vos compétences partagées et vos compétences non partagées, c'est-à-dire théoriquement qui n'appartiennent qu'aux États. Ouais. Tout ça, c'est très bien, mais il faut que vous sachiez une chose, si l'Europe, pour le marché commun, doit se saisir de quelque chose qui ne lui appartient pas, elle le fera, et deux, tout ce que l'Europe saisit une fois, elle le garde. Donc, si vous voulez, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable. Ça décrit aussi très bien la négociation avec du Brexit, ce que tu dis là. Et jusqu'à présent, puisque regarde les deux points de conflit actuels, dans l'actu d'aujourd'hui entre les Britanniques et les Européens, ou plus exactement les Français, c'est l'Irlande du Nord. Donc, l'Europe a décrété que l'Irlande du Nord faisait partie de son marché unique et que donc elle pouvait réglementer, réguler, et donc moi ça me fait penser comme si c'était un mandat de la société, de la Ligue de la Société des Nations, comme on dit en français. Les gens oublient que c'est un territoire britannique. C'est quand même extraordinaire. C'est un territoire britannique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si l'Alsace et la Lorraine devenaient gérées par les Allemands et qu'on devait fermer notre gueule, quoi. C'est un peu ça. Et le second point de discussion très difficile actuellement, c'est les eaux britanniques. Alors, sur la pêche, sur les eaux britanniques, comme tu as vu, ils ont d'abord, les Européens ont eu un ultimatum en disant si vous ne signez pas un maintien de notre accès quasi total aux eaux britanniques de nos unités de pêche dans les conditions qu'on connaît, on ne signera pas d'accord de libre-échange. Et c'est là où on voit que Boris est quand même quelqu'un de légaliste, on pourrait dire, et de volonté de trouver des accords, puisqu'il a accepté qu'effectivement, il y ait une période de transition où finalement, presque comme si de rien n'était dans la post-PCP, la post-politique des pêches communes, les unités accèdent aux eaux britanniques. Ce sont les eaux britanniques selon le droit que tu connais bien, le droit international de UNCLOS, là, de la mer, donc la limite des 200 000 marins. Et donc, ils ont quand même accepté de signer 17 000 licences pour la pêche en haute mer, la pêche hauturière, et dont un bon 40% d'ailleurs qui va profiter aux pêcheries françaises sur les 17 000. Et puis sur la pêche côtière, enfin d'après des chiffres que j'ai vus, des données que j'ai vu passer, et sur la pêche côtière, c'est-à-dire entre 6 et 12 000 nautiques, là, les Français sont mécontents parce que leurs pêcheurs ne peuvent pas prouver, conformément à l'accord, qu'ils ont un track record, là, qu'ils ont un historique de pêche, puisqu'ils ne déclaraient pas. Et donc, du coup, là-dessus, le gouvernement britannique a refusé quelques dizaines de licences à ces pêcheurs-là. Et aussitôt, se fait accuser de tous les noms, de ne pas respecter son accord, de menacer de couper l'électricité et ce genre de bêtises qu'on ne devrait plus voir, qui donne un esprit de guerre froide, je trouve, à la position du gouvernement français. Et on oublie donc que ce sont des eaux britanniques, quoi. Donc à un moment donné, ça fleure mauvais l'esprit néocolonial pour moi, cette attitude-là. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Moi, si tu veux, alors ça réveille, ça va me donner l'occasion de le dire. Si tu veux, alors il est vrai que moi je suis pas en pamoison devant la figure de Bonaparte, je l'ai jamais été, mais il y a de très bonnes choses chez les deux Bonaparte d'ailleurs. D'ailleurs, à mon sens, là, je suis très proche de Philippe Séguin, surtout dans le second. Mais ça c'est un autre débat. Mais ça réveille un anti-Brite d'essence bonapartiste, d'une débilité, si tu veux, mais à couper au couteau.
sachant que sur le Brexit, on s'est fait taper dans le dos parce que les Britanniques ont très bien joué. Ils étaient menacés parce que l'eurocratie, il faut le savoir, si le Brexit marche, il y en aura d'autres. Le soir même, je peux t'assurer que le soir même, tu avais les Danois qui regardaient ça de pas loin, les Néerlandais qui regardaient ça de pas loin, tous les anciens pays de l'EEE, l'espace économique européen, pour ceux qui ne voient pas, regardent ça en disant... Logique. Parce que, objectivement, mis à part si tu es mis à part si tu es l'Allemagne ou des laquais de l'Allemagne, aujourd'hui, l'Europe, si tu fais les comptes, si tu veux, les avantages pour les chercher, ouais. Quand tu es depuis Athènes, depuis Madrid, quoi qu'ils en pensent, ou depuis Rome ou depuis Paris, tu te poses des questions sur est-ce que ça t'a pas coûté plus cher, quoi. Or, si tu veux, ils savaient qu'il y en aurait d'autres. Et si les Britanniques s'en sortent, et bien en sûr. Réalité, il faut être très clair. Qui décide à ce moment-là, c'est... En plus, là, l'eurocratie est dans une panade noire parce qu'elle fait ce qu'elle fait d'habitude, elle se tourne vers Washington. Manque de bol, qui y a à Washington à ce moment-là? The Donald. Pas de bol. Donald Trump, qui est, depuis Richard Nixon, le seul président des États-Unis à avoir saisi la nocivité de l'Union européenne de la manière, à mon avis, suivante. Moi, je l'analyse comme ça, et j'ai fait traduire des intellectuels trumpistes, donc j'ai un ou deux biscuits. Trump n'est pas un westphalien, comme par exemple nous, souverainistes, le sommes. C'est un impérial américain, néanmoins. Mais c'est un occidentaliste. Donc, pour lui, les vassaux doivent bouffer. C'est pas Biden. Pour Biden, c'est tu te soumets, tu la fermes. Bon. Parce que pour un homme comme Trump, l'Union européenne est en train de dévitaliser les nations européennes, qui donc ne pourront plus se battre dans le monde de demain aux côtés de l'Amérique. Vu que ce seront devenus des terrains vagues totalement exsanguinés. Bon. Et c'est pour ça qu'il est le premier président des États-Unis depuis Richard Nixon à dire, écoutez, et là il se heurte de plein fouet à l'État profond américain, parce que sans l'État profond américain sur un siècle, il n'y a pas d'Union européenne. Ça, aujourd'hui, ça, si tu veux, toute l'historiographie le dit. Tu vois, les pères fondateurs, il y a des pères fondateurs de l'Europe, c'est vrai. George Ball, Allen et Foster Dulles, comment il s'appelait, tu as les frères Dulles, tu as George Ball, tu as Dean Acheson, tu as donc, si tu veux, les grands seigneurs de la guerre froide qui entourent Roosevelt et qui vont d'ailleurs tous lui survivre et qui vont chapeauter les États-Unis jusqu'à au minimum Kennedy dans le cas des frères Dulles, vu qu'il va éjecter l'un des Dulles de la tête de la CIA. Bon. Donc si tu veux, là tu vois, on n'est pas du tout dans conspi.net. Là maintenant c'est aplani, c'est un territoire historiographique qui est tout sauf vierge. Bon, si tu veux, c'est... Or, le problème, c'est que Trump lui comprend que la colonie commence à coûter cher. Et donc, on va peut-être pas la maintenir. Donc, qui est-ce qui prend la main contre Londres? Alors, je ne sais pas, je veux ton interprétation. Pour moi, à ce moment-là, c'est Berlin. C'est Berlin qui veut s'attaquer aux Britanniques, aidé par les laquais français du germanisme, dont Michel Barnier est une des plus belles créatures. À ce moment-là, avant que l'Union européenne lui refuse un poste à vie qu'il a demandé en partant, ce qui t'explique les positions qu'il a aujourd'hui, l'amoureux est conduit. Donc, c'est drôle d'avoir le cœur aussi romantique à cet âge-là. C'est mignon. Et si tu veux, pour moi, c'est Berlin et l'intelligence. Je ne sais pas si en tant qu'économiste, tu le penses comme ça. L'intelligence de Boris Johnson à un moment, c'est d'avoir fait comprendre que si vraiment on l'emmerdait,
les exportations de bagnoles allemandes, qui est encore à ce moment-là le cœur de l'Empire allemand, allaient prendre un sacré coup dans le terrain sur un marché qui leur a toujours été favorable, qui est le marché britannique. Oui, bien sûr. Alors, juste pour revenir en un point en arrière, ça boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la crainte de l'exemple de la réussite d'une sortie de l'Union européenne. Hein. Avant, c'était des jeux de l'esprit, comme on aurait pu dire le général. Et là, c'est un fait concret et c'est une réalité concrète. Et si elle réussit, effectivement, l'effet domino pouvait être craint par les europhiles. Et d'ailleurs, Macron, dans ce séminaire de Sciences Po en 2016 de sinistre mémoire, parle d'effet de contamination. Il n'est pas encore, c'est en 2016, donc il est encore ministre de l'économie à ce moment-là. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi Barnier et que Juncker a choisi Barnier, c'est pour foutre un coup pied dans la fourmilière britannique, parce que Barnier était leur bête noire depuis les réformes de la régulation financière post-crise 2008-2009. Hein. Donc ça, il faut le savoir aussi. Le choix par Juncker de Barnier de le positionner directement sous lui n'était pas du tout innocent à cet égard-là. Donc, alors, on arrive effectivement dans cette période 2019, premier semestre, hein, le bras de fer. Et out, Theresa May, Boris Johnson arrive. Et là, c'est vraiment très intéressant à de multiples égards, parce que, en fait, on est dans cette situation où Donald Trump, tu as raison, soutient Boris Johnson dans les négociations. Lui donne un petit soutien, y compris quand Boris Johnson se fait taper dessus. Mais en fait, c'est un piège. Il se fait taper dessus parce qu'il fait la prorogation, la suspension habituelle du Parlement. Il la prolonge un peu plus, mais il la prolonge un peu plus et il se fait accuser de torpiller la démocratie. Bon, tout ça, je raconte, à mon avis, c'est un piège. C'est un piège dans lequel tous les europhiles se sont jetés à pieds joints. Mais bon, alors Boris et Donald Trump avait dit qu'il était prêt à faire un accord de libre-échange à l'époque avec les Britanniques, etc., pour soutenir Boris et surtout prendre le contre-pied de Barack Obama, qui, souvenons-nous, back of the queue, c'est-à-dire il avait dit que si, effectivement, dans la campagne du référendum en 2016, il avait dit que si les Britanniques brexitaient, à ce moment-là, en termes d'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, il serait à la fin de la queue leu des pays qui veulent faire un accord. Il était venu sur sol anglais menacer le peuple britannique, et on le sait aujourd'hui par je crois que c'est le Télégraphe, qui nous avait appris que Obama, parce que ça a un peu choqué tout le monde connaissant Obama. Obama est un prof de droit international, c'est quelqu'un de faible de caractère, et de venir chez les gens les menacer, c'est pas nécessairement sa manière de faire habituelle. Ouais. Et on sait aujourd'hui que c'est David Cameron qui lui a demandé, pour vous dire, et Obama a eu l'intelligence de dire ça va être contre-productif, ce que ça a été. Je me permets juste cette parenthèse, pardonne-moi. Ouais, non, mais c'est très bien. Et puis ensuite, on a Bercow, le speaker dont on parlait tout à l'heure, qui s'est opposé pour le fait que Donald Trump tienne un discours à la Chambre des communes sous prétexte qu'il était raciste, nationaliste, populiste, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment cette parenthèse. Donc, on est dans une situation en impasse où effectivement il y a un risque de no deal, donc le no deal 1.0, c'est-à-dire on n'a pas encore de ratification de l'accord de divorce. Hein, les discussions sur libre-échange vont revenir plus tard en 2020. Et donc, on est dans une situation, qu'est-ce qui risque de se passer dans la tête des industriels? Et moi, j'ai souvent écrit ça à ce moment-là, et c'est dans le bouquin aussi, c'est que on est dans une situation où, OK, pour l'instant, le Royaume-Uni est toujours dans l'UE, puisqu'on a des reports en report du Brexit, donc il est toujours dans le marché unique, il est toujours dans l'union douanière, et le reste du monde, et notamment l'anglosphère, n'a pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ce qui veut dire que les exportateurs allemands sur le marché britannique ont toujours leur duty-free et que, inversement, les exportateurs australiens, néo-zélandais ou américains font face aux droits de douane OMC. À partir de là, imaginons qu'on ait un no deal. À ce moment-là, les Européens perdent l'accès en duty-free et si, parallèlement, les Britanniques signent des accords de libre-échange une fois le Royaume-Uni brexité dans le cadre d'un no deal, ils se mettent à signer des accords de libre-échange justement avec ces concurrents-là qui, jusqu'à présent, n'avaient pas d'accès privilégié au marché britannique. On a un renversement complet, si tu veux, du contexte douanier. C'est-à-dire là où les Européens avaient un accès libre et les autres n'avaient un accès coûteux, c'est l'inverse qui se produirait en cas de no deal dans le pire des scénarios possibles. Et à ce moment-là, je savais que autant
on pouvait prédire que tous les industriels allemands et de l'industrie automobile en particulier, puisqu'on sait que l'industrie automobile allemande pèse plus que toute l'industrie française, soit dit en passant, rappelons-le, on savait qu'ils ont poussé jusqu'à la dernière minute pour empêcher le Brexit ou le rendre soft, c'est-à-dire que le Royaume-Uni reste en union douanière, justement, de ce point de vue-là, parce qu'à ce moment-là, ça verrouillait le système. Et puis, à un moment donné, on savait que si vraiment cet objectif-là, et ça s'est décidé sur le tard à l'automne 2019, il a fallu que Boris Johnson gagne même pas l'automne, oui, enfin, entre dernier trimestre, on va dire, 2019, et ben, à ce moment-là, si vraiment leur premier objectif de maintenir le Royaume-Uni Brexit et dans l'union douanière n'était plus possible, ils allaient basculer très vite dans l'autre stratégie qui consistait au contraire à signer très vite un accord de libre-échange, signer un accord de libre-échange, parce que sinon c'est le renversement des avantages douaniers qui allait se jouer contre eux. Donc la théorie des jeux, elle est aussi là pour nous apprendre à un moment donné que les acteurs peuvent quand même y voir très clair et puis signer ce qui est avantageux pour eux. Donc leur first best n'a pas été possible, le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, et à ce moment-là, très vite, on peut imaginer que les lobbies industriels allaient au contraire pousser cette fois-ci, et allemands en particulier, du coup, allait pousser finalement la commission et donc leur tête de pont Michel Barnier à réviser le backstop, parce que jusque-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en quelques jours, c'est que jusqu'à présent, l'Union européenne ne voulait jamais discuter du backstop. Et puis, Boris Johnson était vraiment cornérisé, il était coincé entre le Parlement qui avait interdit le no deal et puis la Commission qui ne voulait pas renégocier. Et tout d'un coup, il arrive à renégocier le backstop. Et Jean-Claude Juncker, qui nous dit qu'il n'a pas de relation érotique, n'est-ce pas, avec le backstop, annonce qu'effectivement, la réouverture du sujet est possible, mais à la marge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'a réussi à sauver Boris Johnson en passant du backstop au nouveau protocole sur l'Irlande du Nord, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire Pays de Galles, Écosse, Angleterre, sans l'Irlande du Nord, puisse voguer librement ses accords commerciaux en sortant de l'union douanière. Et en maintenant l'Irlande du Nord dans une relation compliquée qui est à la fois du marché unique et un semi-union douanière. Et c'est ce que voulait faire Theresa May beaucoup à l'époque, c'était de maintenir tout le monde dans l'union douanière. Donc, il a réussi un tour de force qui s'explique assez mal comme ça à première vue, parce que pourquoi tout d'un coup l'Union européenne accepte de réviser le backstop, et à mon avis, c'est pour ça. C'est parce que plutôt que de perdre le bébé avec l'eau du bain, il fallait à tout prix au moins préserver l'accès en duty-free, quota-free, qui s'annoncerait logiquement derrière dans la relation bilatérale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Simplement, c'était le moindre mal, on va dire, pour ces industriels exportateurs européens et de l'Union européenne. Alors là-dessus, le gouvernement français, on sait que Macron avait cette position dont on rendait compte comme étant la plus sévère, la moins prône au compromis, etc. Et là, c'est d'autant plus étonnant, mais bon, je ne vais pas te citer dans ton dernier article pour Front Populaire comment on arrive à sabrer nos propres positions avec des effets délétères à moyen long terme qu'il faudra récupérer, puisqu'on sait que le premier excédent commercial, et même le seul que la France fait avec un pays occidental, c'est avec le Royaume-Uni. Et donc, si on n'avait pas nous-mêmes accepté d'aller dans un accord de libre-échange une fois que le Brexit dur était finalement acquis au grand regret de ces européistes-là, on allait avoir des difficultés pour maintenir notre excédent commercial. Donc, c'était vraiment aussi, là aussi, sur cet aspect-là même, une sorte d'auto-sabotage du gouvernement français, quoi, pour moi. Si tu veux, Macron a prouvé sur ce point-là comme sur d'autres ce qu'est l'idéologie, ce que vaut, parce qu'on pense que le terme Europe est univoque, qu'il a une seule signification. Alors, en réalité, c'est un terme qu'on a plusieurs. Tu as tout l'aspect, disons, Europe culturelle. Ça, de toute façon, à mes yeux, en tout cas, moi, je suis un élève de Régis Debray, donc pour moi, tout ceci apparaît totalement comme du fantasme aujourd'hui. Moi, j'ai des correspondants dans la totalité des pays européens. Le rêve de la plupart des Européens aujourd'hui, et encore plus de l'Est que de l'Ouest, c'est d'être des Californiens de 3e catégorie. Donc, si tu veux, l'Europe est, comme le disait magnifiquement Christophe Réveillard, un des grands hommes de l'histoire de l'UE, parce que c'est lui qui a commencé les vraies recherches historiques sur l'histoire de l'UE par sa thèse de doctorat sur la CED.
et ce qui d'ailleurs lui a beaucoup coûté universitairement, hein. À la communauté européenne de défense, oui. Tout à fait, tout à fait. Ça a été sa thèse de doctorat et ça a été c'est un des grands spécialistes. Maintenant, bon, c'est un homme un peu âgé maintenant, et qui a fait un travail extraordinaire et nous lui devons tous quelque chose. Et il disait, l'Europe est génératrice d'américanité, ce qui est très vrai. Si tu veux, et moi qui ai vécu dans les institutions européennes, je peux dire quelque chose que personne ne sait. La dernière réunion de campagne d'Hillary Clinton faite par ses soutiens a lieu dans les locaux du Parlement européen, la veille du scrutin, parce que ils en peuvent plus. Il y a déjà des photos d'elle partout. Alors vous imaginez, le lendemain matin, je sais, quelques copains, on devait pas y aller, on s'est payé le voyage à nos frais pour voir ça. On l'a pas regretté. Donc, je dois dire que c'était grand, c'était beau, c'était franchement, on aurait souhaité qu'il repasse pour pouvoir vivre, rien que pour pouvoir vivre la deuxième. Or, le problème, si tu veux, c'est que l'Europe, pour l'Allemagne, c'est l'équivalent du terme de Commonwealth, très clairement. C'est-à-dire que c'est un territoire de conquête économique. Ouais. Pour l'élite française et pour Macron d'autant plus, mais c'est des raisonnements que tu as de l'extrême gauche à l'extrême droite. L'Europe, c'est ce qui doit, l'Europe, c'est ce qui doit prendre la place de la France. C'est ce qui doit les débarrasser du problème français. Tu vois, c'est la dissolution de la France. Et ça, si tu veux, tu as ça dans toute une part de l'extrême droite, dans toute une part de l'extrême gauche et dans l'extrême centre. Tu vois, que Macron incarne, c'est la seule chose qu'il incarne d'ailleurs. Donc, si tu veux, on peut dire qu'il l'incarne bien, c'est le seul truc qu'il incarne. Mais, si tu veux, et ça, la position vis-à-vis de l'Angleterre, ça s'est bien vu. La France est prête à s'auto-avorter pour que pour que l'Europe arrive à mettre à genoux la Grande-Bretagne. Et le pire, c'est que ça va être un échec lamentable. Maintenant, on en vient, si tu veux, je pense à la dernière grande question, c'est la question du bilan. Ouais. C'est-à-dire que là, le Brexit est définitivement acté. La Tamise n'est pas devenue rouge de sang jusqu'à preuve du contraire. Et comme par rapport aux analyses économiques que tu as, si tu veux, est-ce que les Britanniques ont réussi leur pari et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'Union? Tu vois? Oui. Oui, ils ont réussi leur pari déjà, puisque avant même de parler de l'outcome ou de l'impact, c'est-à-dire les conséquences du Brexit à moyen terme ou à n'importe quel terme d'ailleurs, ils ont déjà réussi à le faire, cet accord de libre-échange. Donc, continuer à accéder au marché unique, même si ce n'est pas un accès aussi fluide qu'en étant État membre ou dans le système de l'accord de marché unique, mais ils ont déjà réussi leur pari par le simple fait qu'ils ont réussi le hard Brexit. Ça, la Commission n'en voulait pas. Donc, personne n'en voulait côté continental. Donc, déjà, ils ont réussi ça. Et donc, par la même occasion, ils ont maintenu un accès au marché unique. Souviens-toi comment les européistes présentent les choses pour le grand public, pour essayer de manipuler le grand public en disant si vous n'êtes plus dans l'Union européenne, vous n'avez plus accès au marché unique. Or, c'est quand même bien oublié qu'indépendamment d'être membre du marché unique ou pas, tous ces gens-là, tous ces pays-là sont membres de l'OMC, qu'il y a des règles à l'OMC qu'on ne va pas outrepasser et qui garantissent un accès, dans le jargon qu'on appelle de la clause de la nation la plus favorisée, et qu'au pire, ils auraient des petits droits de douane qui ne sont pas très élevés, sauf pour les pics tarifaires qu'on connaît dans l'agriculture et tout ça. Mais bon, pour ça, les Anglais s'en foutent un peu en réalité, enfin, à grands traits, on va dire ça. Et donc, pour les Anglais, le marché européen reste fondamental. C'est pour ça qu'ils ont voulu signer un accord de libre-échange large et sans quotas et sans droits de douane. Mais le marché mondial est un autre terrain de jeu et en particulier, comme on le voit très bien depuis, les accords de libre-échange, je crois qu'aujourd'hui, ils en sont à plus de 90 et ils approchent de 100 pays en accord de libre-échange d'ores et déjà
avec le Royaume-Uni, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pays avec qui nous on n'a pas, enfin nous, c'est-à-dire l'Union européenne, pardon, n'a pas vraiment d'accord. Donc on n'a pas réussi à trouver un accord. On voit comment les accords aussi avec l'Amérique du Sud, Mercosur, etc. Sont dans la suspension, puisque on retrouve toujours cette vieille problématique qui remonte à la PAC et aux raisons pour lesquelles le général a bien voulu à un moment donné aussi s'opposer au Royaume-Uni, c'est que il avait tout compris, tout prévu. Réécouter ses conférences de presse à l'époque, c'est vraiment très croustillant, parce que la préservation des intérêts agricoles, notamment français en premier lieu, hein, depuis toujours, fait la politique française aussi à Bruxelles, quoi. Donc ils ont réussi ça. Ils accèdent au marché unique non seulement grâce aux règles OMC par défaut, mais même par un accord de libre-échange. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient de ce point de vue-là, au prix, comme je le disais tout à l'heure, d'un sacrifice transitoire dans leur esprit de leur pêcherie, de leurs eaux, aux grandes dames d'un certain nombre de communautés littorales, d'ailleurs britanniques, pour la pêche, hein, qui auraient voulu pouvoir mieux se réapproprier leurs eaux tout de suite. Ça a été le premier point qu'ils ont cédé. Le deuxième point qu'ils ont cédé, c'est temporairement sur l'Irlande du Nord, puisque c'est vraiment une situation, on n'en a pas encore parlé beaucoup tous les deux ce soir, mais c'est vraiment une situation qui sent pas bon du tout de la part des Européens, et qui a un passif énorme avec la période des troubles, hein, et donc ça c'est les deux points pour l'instant où ils ont dû céder, mais comme je le dis, Boris Johnson n'avait pas le choix, il était coincé entre l'illégalité du no deal à la Chambre des communes à l'époque et le fait que l'Union européenne ne bougeait pas du tout sur le backstop. Et donc ça c'est acté. Ils ont obtenu donc du coup aussi bien à la mi-temps, comme je l'avais à un moment donné, ils étaient menés 4-1 à la suite de l'accord de Theresa May, et aussi finalement ils ont gagné 5-4 le match, on pourrait dire, puisqu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient de ce point de vue-là, sauf encore une fois les bémols que j'ai mentionnés. Ensuite, l'impact, c'est que les Britanniques vont pouvoir, comme d'habitude, fonctionner de manière excellente en étant au top de la compétence, de l'excellence et de la compétitivité dans un autre secteur. Parlons aussi de la City, par exemple, qui était censée être éventrée par un accord Brexit. Oui, et ils allaient arriver à Paris, tu te rappelles? Alors, il y a un chapitre là-dessus aussi, c'est le chapitre Yield, hein, qui veut dire rendement en anglais, pour ceux qui ne sont pas habitués à la langue de Shakespeare, pardon. Et c'était censé éventrer. En réalité, les Brexiteurs ont bien rigolé parce qu'ils savaient très bien que même quelle que soit la signature d'un chapitre ou pas sur les services financiers dans un accord de libre-échange, et du coup, il n'y en a pas. Malgré ça, de toute façon, les Britanniques, la City n'en a pas besoin. À la limite, même en étant totalement autonome dans son choix de réglementation financière, elle va encore tailler des croupières. Rappelons quand même que la City est presque à égalité, en tout cas numéro 2 avec Wall Street comme place financière, que Francfort doit être autour de la 10e place ou 15e, non, même 15e et Paris 25e, quelque chose comme ça. Donc là aussi. Donc ça veut dire que les Britanniques vont vraiment continuer à prouver que l'exceptionnalisme britannique n'est pas une vue de l'esprit. Historiquement, dans le passé, dans le présent et dans le futur, c'est là. Ça répond à un habitus aussi britannique qui est assez extraordinaire et que je développe aussi dans mon chapitre Grande-Bretagne à la lettre G, puisque la Bretagne est great, et c'est great, ça sort pas de nulle part. Avec je passe là-dessus. Et donc, je pense que passé l'année 2020 qui a été un peu dure pour eux, aujourd'hui, 2021, 2022, d'après les projections aussi bien du FMI qui disait plein de bêtises à l'époque sur le Brexit et l'OCDE et autres, eh bien, ils vont repartir de plus belle. Ils sont déjà en train de repartir de plus belle. Les prédictions de croissance sont plus fortes, largement plus fortes que celles de l'eurozone, qui reste plombée. C'est l'eurosclérose 2.0 qui est de nouveau là, qu'on connaît. Leur salaire augmente très très fort, bien au-dessus de l'inflation, et là aussi, ça donne raison aux classes laborieuses qui ont trahi ou qui ont bien fait de quitter leur vote pour le Labour, le parti travailliste qui faisait pas son job. Donc là, avec le Brexit, on voit qu'ils ont eu raison de le faire.
On peut continuer comme ça toute la liste finalement des bons impacts qu'on peut imaginer et effectivement l'Union européenne va bien manger son chapeau et à un moment donné. Alors on est passé à cause du Brexit, on va passer à en dépit du Brexit. Le Brexit, l'économie britannique repart plus vite. Alors certains disent ah oui mais si ça repart plus vite, c'est uniquement par effet de rebond parce qu'en 2020 ils ont connu une crise plus profonde. Bon, alors on pourrait a priori dire c'est un argument qui se tient, il faut le regarder de plus près. Mais en réalité, quand on regarde, et les travaux de Jacques Sapir récents sont très bien là-dessus, il en donne un petit extrait dans la dernière série Front Populaire, mais sur les réseaux, il avait déjà communiqué là-dessus. En réalité, il a fait une analyse qui mesure un peu le soutien de la politique économique, que ce soit du côté de la politique monétaire ou du côté de la politique budgétaire pour contrer les effets Covid, du confinement, etc. Donc, les fameux plans de relance nationaux, on parle ici des... Et là, il montre qu'en réalité, un grand nombre de pays de l'Union européenne, une majorité de pays de l'Union européenne sont plutôt en milieu de peloton. La France également, en gros autour de la 10e place des mesures de soutien, alors que notre président hyper communicationnel dit qu'on a fait le quoi qu'il en coûte et qu'on a plus que les autres soutenu notre économie. C'est faux. Jacques Sapir le montre très bien. Et du coup, on peut très bien comprendre que la reprise 2021 et 2022 de l'économie britannique, c'est pas seulement un effet de rebond automatique, ça c'est un mensonge, c'est aussi précisément parce que les équipes de Boris Johnson et Rishi Sunak, notamment son dernier chancelier de l'échiquier, font un boulot formidable. Et c'est grâce aussi à ces politiques de soutien de l'économie beaucoup plus fortes encore que ceux de la plupart des pays de l'eurozone, que l'économie britannique repart comme ça. Raisonnement à contrario, s'il n'y avait pas eu ce soutien beaucoup plus massif, forcément, l'économie serait pas repartie aussi bien. Et donc ça, on le sait au moins depuis Keynes, avec toutes les limites du raisonnement. Et donc là aussi, en mensonge supplémentaire. Alors, pour ce qui est des quelques désordres logistiques que connaît aujourd'hui la distribution d'essence ou alimentaire au Royaume-Uni, c'est transitoire. C'est pas non plus une crise violente. Non, mais, et puis attends. Et puis beaucoup d'autres pays, dont la France. Moi, c'est ce que, si tu veux, si tu as 70%, je crois, de baisse d'approvisionnement dans certains magasins, entre autres de fournitures, de meubles, etc., en France, c'est pas la faute du Brexit. Voilà. C'est tout, si tu veux, c'est là, tu vois, je pense que les journalistes qui ont pompé ce truc-là se tirent une balle dans chaque pied, tu vois. À ce propos-là, moi, j'ai fait un tweet tout à l'heure où je dis, parce qu'il y a un journaliste du Monde, je citerai pas son nom ici, qui cite effectivement que il mentionne la signature de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, là, par le Royaume-Uni. Il disait ça aura un impact économique marginal. Alors ça m'a fait marrer. J'ai tweeté le fait que dès qu'il y a une bonne nouvelle positive, on dit que l'effet est marginal et que dès qu'on voit un effet transitoire et qui n'est pas lié uniquement au Brexit dans le cas de la distribution, mais aussi surtout aux effets du Covid, on dit que c'est catastrophique et que ça montre bien que le Brexit est une erreur monumentale. Donc voilà, c'est un commandement de UEFIL 2021. Et si tu veux, on va terminer par ça. Je voulais ton avis sur deux situations pour finir. Ouais. La situation nord-irlandaise et la situation écossaise. Ouais. Alors très bien. Alors le tableau est le suivant, c'est que les europhiles les plus mauvais, on va dire, dans leur esprit, souhaitent, et je vais citer Daniel Cohn-Bendit dans ce même séminaire de 2016 à Sciences Po en présence de Sylvie Goulard, Jean Cadremer et qui d'autre encore oui, lui-même, c'est ça, et Macron, donc. C'est pas une liste, c'est un avis de recherche. Il souhaite que la Grande-Bretagne se transforme en petite Angleterre en ayant perdu l'Écosse, l'Irlande du Nord et pourquoi pas le Pays de Galles. Bon, voilà ce qu'il dit, et je le cite en tête du chapitre, sur le chapitre U, c'est sur Royaume-Uni ou des Unis, point d'interrogation. C'est, si tu veux trouver, je te le dis tout de suite, j'ai récupéré le bouquin là, c'est à la page 121 du tome 2. Donc, on a alors deux choses différentes. On va commencer par l'Écosse, c'est peut-être le plus simple, entre guillemets, sur le plan analytique. En Écosse, on a une partie presque de moitié de la population qui est indépendantiste. Indépendantiste foncier, c'est-à-dire qu'il serait prêt à voter une vraie indépendance lors d'un référendum. Il se trouve qu'il y en a eu un en 2014 et que le non à l'indépendance, comme tu le sais, avait gagné.
Mais c'était dans un contexte où le non à l'indépendance signifiait donc rester dans le Royaume-Uni, qui signifiait rester dans l'Union européenne, puisqu'on n'était pas encore au Brexit. Et il est vrai qu'au référendum de 2016, il y a une majorité assez large d'Écossais qui avaient voté pour le Remain. Rappelons quand même que c'était pas un référendum par nation britannique. C'était un référendum global britannique. Et donc, c'était l'ensemble des 4 nations, je rappelle, Irlande du Nord, Écosse, Pays de Galles et Angleterre, qui faisaient un seul vote. Donc, il se trouve que les Écossais ont dû subir effectivement cette décision du Brexit et que du coup, maintenant, ça donne du beefsteak aux indépendantistes pour réclamer de nouveau un référendum pour l'indépendance. Mais l'exécutif britannique a raison de dire d'une certaine manière que quand il y a eu ce référendum en 2014, il était présenté comme le seul pour une génération, once in a generation. Donc, 7 ans après, on n'a pas encore changé vraiment de génération, on peut dire. Même si le contexte a changé, c'est vrai qu'aujourd'hui, rester dans le Royaume-Uni, pour les Écossais, signifie sortir de l'Union européenne. Et donc, ça donne du poids ou de l'élan au Parti nationaliste écossais, qui a gagné les élections régionales, mais c'est une chose de voter pour les élections régionales, c'est une autre de voter pour une vraie indépendance en termes de nation souveraine. On connaît ça bien, que ce soit chez nous, avec la Martinique, ou la Corse, par exemple. Donc, de toute façon, ils sont leaders aux élections régionales, le Parti indépendantiste écossais, mais pas majoritaire de manière absolue. Donc, il reste probable qu'un référendum ne gagnerait pas nécessairement l'indépendance pour eux. Par ailleurs, l'analyse économique de la chose est assez compliquée pour aller vers l'indépendance, même si on sait que devenir indépendant, c'est pas forcément un choix économique uniquement, parce que déjà le soutien budgétaire britannique est énorme, à hauteur de 2000 livres par habitant par an. Donc, c'est quand même assez énorme. Ensuite, il y a toute une série de choses. La problématique de la monnaie, il faudrait qu'ils sortent de la livre pour, évidemment, prendre l'euro s'ils en veulent. Mais s'ils n'en veulent pas, à ce moment-là, les Britanniques ne veulent pas leur laisser la livre. Tu vois, on rentre dans des calculs qui sont vraiment… Et puis attends. L'Union européenne fera de l'Écosse… Faut pas oublier que les grands problèmes écossais remontent aux années 80, parce que les réformes néolibérales de Thatcher se sont heurtées de plein fouet aux sentiments communautaires et assez socialisants que les Écossais ont entre eux, mais ils ne se rendent pas compte que leur destinée dans l'Union européenne, c'est l'Albanie. C'est l'Albanie en 2 générations. Ça, je te le promets. C'est toujours le problème c'est toujours le problème que tous ceux qui votent normalement à gauche croient que l'Union européenne les défend bien. Et les premiers lieu, les travaillistes, quoi. Alors, c'est certain. Ça, c'est le coup de Delors en 88, quand il avait réussi même les hommes de gauche grecs, tu vois, en sont un peu revenus, tu vois. Ils osent plus vendre la salade, tu vois. Ouais. En Grande-Bretagne, je détaille ça dans le chapitre travailliste à la T, parti travailliste. En fait, ils n'ont jamais pris position clairement, comme tu le sais, dans le Brexit, parce qu'ils étaient pris entre 2 feux. Et donc, mais ça, c'est le coup de Jacques Delors en 1988, qui avait pour le coup gagné son bras de fer avec la Dame de Fer, je peux dire, parce que effectivement, il avait réussi à convaincre les syndicats britanniques que c'était seulement avec l'aide de l'Union européenne, de ce qui était encore la CE, qu'ils pouvaient vaincre l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme thatchérien. Et c'est resté jusqu'à présent, cette idée-là est restée jusqu'à présent, même si entre-temps, il y a eu le New Labour et la gauche bobo versus prolo, comme dirait Jacques Sapir dans ma préface, là, et c'est très intéressant ce rapprochement en quelques lettres. Et aujourd'hui, le travaillisme s'il continue à être un travaillisme pour les bobos et pas pour les prolos qu'il a perdu avec le Brexit, il va tout droit vers une stratégie de résultats comme celle du Parti socialiste, à mon avis. Donc, il faut vraiment bien que… je crois même que dans leur immense lâcheté, le Labour a abandonné le Remain dans son programme officiel en l'euthanasiant gentiment il y a quelques mois. Parce que ils ont mis l'oreiller dessus, comme sur Monsieur Corbyn d'ailleurs, parce que le personnage avec son antisémitisme obsessionnel devenait gênant. Je crois que même ça, ils ont été obligés le Remain, c'est pas le return, c'est pas pour demain.
Rejoin, non. Non, mais en fait, le problème du Parti travailliste est inchangé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils ont, comme tu dis, officiellement renoncé au Rejoin, mais ils sont encore plus europhiles maintenant que sous Corbyn, puisque Corbyn avait quand même un vieil historisme, des positions historiques un peu eurosceptiques, même s'il s'est tordu dans tous les sens. Oui, tout à fait. Oui, mais la ligne Starmer et tous les hommes les hommes politiques et femmes politiques qu'il a choisis dans son équipe de gouvernement fantôme, comme on appelle ça, sont tous des Remainers et des europhiles absolus, quoi. Donc, ils sont pas prêts de faire cet aggiornamento et du coup, ils foncent tout droit dans le mur. Ils sont déjà fracassés dans le mur du Brexit et ils continuent en fait. Donc, alors s'agissant de l'Irlande du Nord, maintenant, c'est encore plus épineux. Moi, j'ai appelé ça la roue de l'infortune parce que à quelque endroit que s'arrête le curseur de la roue, ça rend des protagonistes furieux. En réalité, puisqu'on sait très bien, bon, le contexte historique, hein, la fin de la guerre civile entre le sud nationaliste catholique et le nord irlandais unioniste, c'est-à-dire qui veut rester dans le Royaume-Uni. Période de troubles de 30 ans, avec beaucoup de morts, qui a pris fin en 98 avec l'accord du Vendredi Saint, très, très intelligemment négocié et qui mettent en exergue ou comme principe le fait que pour tout changement institutionnel, il faut le consentement des deux communautés nord-irlandaises, hein, c'est-à-dire, comme on vient de dire, ceux qui voudraient rejoindre l'Irlande, une réunification, et les autres qui veulent rester britanniques, enfin en tout cas dans le Royaume-Uni. Et ce qui a facilité la vie au quotidien et la paix, c'est que tant que les deux portions de l'île irlandaise était dans l'Union européenne, eh ben, effectivement, c'était le marché unique, c'était la libre circulation. Donc, ça réglait une bonne partie des problèmes, même s'il restait encore des murs et des murs qui se ferment la nuit, etc. De toute façon, on le sait. Donc, ça réglait une bonne partie des problèmes. À partir du moment où il y avait un Brexit dur, où le Royaume-Uni sortait du marché unique et de l'union douanière, eh bien, en principe, quand on sort d'une union douanière comme ça, il faut rétablir des frontières, contrôler les marchandises qui rentrent, qui sortent. Et donc, ça posait un problème. Personne, ni du côté britannique, ni du côté européen, ne voulait rétablir de frontières sur l'île d'Irlande. Et c'est là où il y a eu l'instrumentalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que l'Europe s'est dit, allons utiliser ça pour forcer le Royaume-Uni à rester dans notre union douanière au minimum, et si possible aussi dans notre marché unique. Et comme ça, après tout, le Brexit sera une pilule pas trop amère à avaler, et puis ça facilitera, le cas échéant, un rejoin quelques années plus tard, s'ils ne sont pas allés trop loin en pleine mer, quoi. Donc ils ont joué sur ça, et alors c'est là où ça a été extraordinaire, et Theresa May a reculé de manière grave, c'est qu'elle a accepté que la frontière, parce que si on ne remet pas de frontière entre les deux Irlandes, il faut quand même contrôler entre ce qui va sortir du Royaume-Uni et qui va rentrer dans l'Union européenne et inversement. Et donc on va mettre la frontière sur la mer d'Irlande, c'est-à-dire créer une frontière interne au sein du Royaume-Uni pour les biens qui sont expédiés depuis les autres parties du royaume vers l'Irlande du Nord. Donc, et ça, Barnier là au-dessus, il a joué un rôle, on va dire. Il a fait beaucoup de fausses promesses parce qu'à relire son journal du Brexit, bon, moi je l'ai lu attentivement, forcément, peut pas se passer, non pas que je sois un Barnier aficionado évidemment, mais il fallait bien que non, mais c'est très bien de l'avoir fait, hein, parce que et donc quand on regarde toutes les contributions, le narratif qu'il fait sur ses positions de l'année 2017, il n'arrête pas de répéter qu'on pourra mettre une frontière à l'intérieur du Royaume-Uni vers l'Irlande du Nord avec des systèmes de contrôle léger. Il est hors de question de rétablir une véritable frontière et tout ça. Et en réalité, c'est tout le contraire qu'ils ont fait. Et jusqu'à présent. Et donc, là où Boris Johnson a réussi à renégocier le backstop, c'est vraiment à la marge pour libérer, on peut dire, le reste du Royaume-Uni qui puisse sortir de l'union douanière. Mais il a signé un protocole parce qu'il avait le pistolet sur la tempe, en quelque sorte, et il fallait qu'il l'accepte pour pouvoir, c'est comme des aveux extorqués, hein. Il fallait qu'il accepte ça pour pouvoir avoir son Brexit, maintenir, dans le cadre du nouveau protocole de l'Irlande du Nord quasiment dans le marché unique européen, et sur le plan douanier, accepter en gros que toutes les procédures douanières européennes s'appliquent, et que même les biens qui viennent du reste du monde, qui seraient à risque de transiter par l'Irlande du Nord vers la République d'Irlande et de là vers l'Union européenne, soient contrôlés et ne puissent pas avoir les droits de douane britanniques. Tu sais, l'argument de l'Union européenne, c'est il faut protéger le marché unique, comme si l'Irlande du Nord allait
servir de cheval de Troie et que le monde entier allait passer avec les pires tricheries économiques, allait passer par l'Irlande du Nord pour rejoindre via la République d'Irlande le reste de l'Union européenne. Enfin, c'est un argument tellement fallacieux, tellement paranoïde, mais à force de le matraquer avec le lavage de cerveau, il y a beaucoup de voix qui ont mangé à cette sauce-là. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où je disais tout à l'heure, où il y a même dans le protocole sur l'Irlande du Nord, il y a même un article 16 qui est une clause de sauvegarde, en fait, un peu typique dans les accords commerciaux, c'est-à-dire qu'en cas de distorsion, de perturbation trop forte du commerce, il est possible de suspendre l'accord. Et c'est ce que disent les Britanniques. On va utiliser cet article-là parce que manifestement, c'est ce qui se passe. Je rappelle qu'à un moment donné, même, par exemple, les Européens interdisent l'importation de viande réfrigérée en Europe. C'est une interdiction pure et simple. Donc, ça veut dire que les Britanniques ne peuvent même plus envoyer leur viande sous cellophane ou leurs saucisses là, vers l'Irlande du Nord, qui est leur propre région. On en est là. Et de la même façon, il y avait un souci sur les médicaments. Si des médicaments, désormais avec le Brexit, sont agrémentés uniquement par l'agence britannique, mais pas par l'agence européenne, ils ne pourraient pas rejoindre l'Irlande du Nord, qui est un territoire britannique. Enfin, je veux dire, ils sont allés jusque-là, quoi. Et jusqu'à présent, ils tiennent cette ligne, les Européens. En disant, de toute façon, Boris Johnson a signé, mais donc, s'il ne le signe pas, une fois de plus, l'effet de réputation internationale, blablabla, le Brexit est encore une histoire de manigance, de menteur, de tout ce qu'on veut. Et en réalité, la position européenne, je crois que c'est assez clair dans ce que j'ai dit, elle est néocolonialiste sur l'Irlande du Nord. Et le pire, c'est que, si tu veux, je ne suis pas certain qu'en plus, on va terminer là-dessus, que ça leur rapporte quoi que ce soit. Parce que ils se rendent pas totalement compte que, si tu veux, la Grande-Bretagne n'est pas dans une course contre la montre existentielle. Exact. Dans 20 ans, l'Angleterre, ça existera encore. Et comment ? Voilà. Et je pense que dans 50 ans, elle existera toujours. L'Union européenne, elle est dans une course existentielle simple, qui est de devoir tuer la moitié des peuples qui y vivent pour pouvoir en faire vivre une partie à titre, disons, d'une expérience coloniale germanique. Bon, très bien. Le problème, c'est que ça passe par la liquidation des Espagnols, au minimum des Espagnols, des Grecs, des Italiens, des Portugais, des Français. Ça passe au minimum par ça. Parce que suffit de voir, tu vois les bilans Target, tu vois ce que l'Allemagne a gagné et tu vois ce que les autres ont perdu. Mécaniquement, c'est la même somme. Et quand tu regardes qui perd, c'est les Rital d'abord, alors là, de très loin. Les Espagnols en 3 et nous en 2. Donc, si tu veux, c'est assez clair. C'est que soit, si l'Europe est encore là dans 20 ans, tu auras des pays qui seront arrivés au stade où ils ne seront plus des pays développés. Oui, c'est ça, c'est des effets d'exemple. Voilà, si tu veux, les étalons de pays développés, ce sera la Corée du Sud, ce sera si tu veux, ce sera certainement des pays qu'on ne voit pas venir, comme l'Indonésie, qui sera certainement dans le top 15 ou dans le top 10, même dans le top 10. Ce sera nécessairement un pays comme le Vietnam, parce que lui, il s'en approche encore beaucoup plus vite. Et il a 80 millions d'habitants, donc il a de quoi tenir, etc., etc. Et les pays européens, pendant ce temps-là, y compris le pays qui est le seul bénéficiaire réel de l'Union, qui est l'Allemagne, on ne se rend pas compte, mais l'Allemagne se désindustrialise moins vite que les autres, grâce à son emprise coloniale. Beaucoup moins vite, mais tout de même. Et donc, par ailleurs, elle a aussi, avec les réformes Schröder, elle a intégré un dualisme très fort dans sa société. Ça aussi, c'est tout à fait, tout à fait. Or, le problème, c'est que, si tu veux, la Grande-Bretagne a tout le temps pour elle, si tu veux, je suis pas certain que de mettre du sel sur les plaies, l'eurocratie puisse éternellement se le permettre. Là, en plus, et ça, ce sera le dernier point, elle a parié
sur le revirement américain contre la Grande-Bretagne par l'arrivée de Biden, ce dont elle ne s'est pas rendu compte, c'est que Biden poursuit la ligne, disons, de ce qu'on appelle le lobby pro-germanique du département d'État qui est très présent chez les démocrates, qui a toujours été présent chez les démocrates. Le problème, c'est que lâcher un allié de la force de la Grande-Bretagne pour les États-Unis, Biden n'en a pas les moyens. Tout simplement parce que... On l'a vu avec l'actualité de l'AUKUS. Exact. Du coup, là, sacré wake-up call, comme disent les Anglais, pour les européistes. Et le pire, c'est que Biden, qui, crois-moi, a été attendu dans les institutions européennes, si tu veux, c'était vraiment le cheval de course. C'était, comment on appelait ça quand on était petit? C'était pas Crin Blanc, mais c'était, un grand cheval magique qu'on voyait dans les dessins animés pour enfants. Et si tu veux, alors qu'on connaît la vie politique américaine, c'est une vieille mule, Biden. Ouais. Il est là depuis McNamara. Enfin, faut s'en rendre compte, tu vois. L'équipe d'Obama qui est autour de lui. Et puis, il y avait aussi cet aspect que tu peux souligner, c'est que Biden est d'origine irlandaise. Et donc, ils ont cru qu'avec Biden, tout à fait vrai. À la tête des États-Unis, ils allaient pouvoir un peu plus enfoncer le clou de cette politique nationaliste irlandaise qui va rendre fou et réveiller les vieux conflits d'Irlande du Nord. Et d'ailleurs, il y avait même un symbole de ça, c'est que lors d'une sortie d'un meeting, il y a un journaliste qui venait d'être élu, c'est peut-être même le soir de son élection, entre guillemets, de la proclamation de son élection en tout cas. Et là, il y a un journaliste qui lui dit, je crois, BBC ou quelque chose comme ça, et il lui répond, I'm Irish. Et donc là, ça a fait glosser beaucoup côté européen, mais bon, il y a un manque, comme tu disais tout à l'heure, au tout début de l'émission, il y a un manque de profondeur de l'analyse. Tu sais, à force de se raconter les mêmes histoires, on finit par rester en surface des choses. Et comme disait, je ne sais plus quel homme de lettres qui répondait à Louis XIV, Monsieur Sire, comment voulez-vous que je vous serve si je ne peux pas vous dire la vérité? Eh bien, Jean-Michel, merci beaucoup pour cette très belle émission. C'est moi. Donc, petites annonces, chers amis, si vous voulez aider le Cercle Aristote, c'est très simple. C'est la page Tipeee, la page PayPal, ce sera en description. Et si vous voulez vous aider dans vos capacités d'analyse, eh bien, je ne saurais trop vous recommander ces 2 volumes. Jean-Michel Salmon, le grand abécédaire du Brexit en 2 tomes, aux éditions Les 3 colonnes. Jean-Michel, merci. Et j'espère que sur une actualité européenne ou sur tes travaux d'économie, j'espère qu'on sera amené à reparler souvent. Merci beaucoup. Avec le plus grand des plaisirs. À bientôt. Bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.